Bienvenue à ce deuxième webinaire du projet comptabilité et stratégie carbone des PME. Alors pour ceux qui ont déjà suivi, il y a eu un premier webinaire réalisé l'année dernière qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'ABC. Et ce deuxième webinaire sera un focus sur la présentation des rapports techniques, donc des deux rapports techniques qui ont été rédigés à la fin du projet. Alors, brièvement, au cours de ce webinaire, nous allons faire un petit focus sur la présentation du projet de recherche en lui-même pour que vous puissiez comprendre le pourquoi, du comment et l'origine de ces rapports techniques. Ensuite, on va faire un premier focus sur le rapport Engager sa transition bas carbone, qui est destiné aux dirigeants de PME et aux dirigeants plutôt de PME et DTI. S'en suivra un premier temps d'échange. Donc, au cours de la présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Nous y répondrons durant ce premier temps d'échange. Et nous aurons enfin le deuxième focus qui portera sur le rapport numéro 2, qui est comment mettre en œuvre une transition bas carbone au sein d'une entreprise, plutôt destinée aux praticiens, donc aux chargés de mission RSE, développement durable des entreprises. Et s'en suivra également un temps d'échange. Donc pareil, pendant ce focus 2, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat, on y répondra durant le temps d'échange. Et pour finir, on conclura sur la présentation de ces rapports et sur la suite à venir à propos de ce projet comptabilité et stratégie carbone des PME. Juste avant de commencer, pour les participants, si vous pouviez muter votre micro, ça empêchera d'avoir des bruits parasites et ça donnera une meilleure qualité de la présentation qui est enregistrée et que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'ABC plus tard. Merci. Donc, je laisse la parole à Delphine Gibassier, qui est coordinatrice du projet comptabilité et stratégie carbone des PME. Bonjour à tous et merci de vous être connectés dans une période pas forcément très facile pour tout le monde. Je vais vous présenter le projet de recherche comme il s'est déroulé. Est-ce que Quentin, tu peux passer la slide du coup suivante directement? Donc, le projet de recherche a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet recherche de l'ADEME qui a été fait en 2016 et qui avait deux grandes parties, dont une était focalisée sur la comptabilité et la stratégie des PME. Donc, nous avons répondu à cet appel et choisi de participer à la partie où nous devions regarder les pratiques existantes et émergentes de comptabilité et des stratégies carbone des organisations de taille en dessous, donc pour nous, de 250 salariés. La cible était vraiment sur ce périmètre-là, avec des entreprises avec un ancrage territorial fort, un poids important dans le tissu économique de la France, mais dans tous les pays aussi en Europe, et des PME qui sont souvent non ciblées par la réglementation, mais qui, malgré tout, sont amenées à travailler sur ces sujets. Donc voilà comment ça s'est déroulé. On avait décidé de se focaliser sur 3 questions. Le pourquoi, et sur lequel on va vous dire comment on a travaillé. Le pourquoi, donc faire de la comptabilité carbone, et aussi pourquoi choisir le bilan carbone, avec le point focal sur les facteurs de motivation et les freins. Le comment, donc dans les organisations, comment vous faites, quels outils vous utilisez, quels équipes sont impliquées dans le travail des PME sur la comptabilité et la stratégie carbone, et aussi un travail sur les business models bas carbone, avec un focus sur quelques organisations qui ont basé leur business model là-dessus. Pour la méthodologie, donc on a fait 3 choses. On a réalisé 3 questionnaires. Alors peut-être que certains d'entre vous ont répondu. On a fait un premier questionnaire sur une population de PME extrêmement large, puisqu'il n'y avait pas de limite. On a utilisé des bases de données des PME qui sont généralistes.
et sur lequel on a posé des questions sur la quantification des gaz à effet de serre. Donc ça avait été réalisé il y a déjà 2 ans. Sur les PME engagées, donc on a focalisé sur des PME qu'on savait déjà avoir un prisme sur la RSE au sens très large, donc généralement des PME qui étaient engagées dans des associations ou des labels. Et puis on leur a demandé qu'est-ce qu'ils utilisaient et pourquoi ils utilisaient des outils de mesure, et puis leur satisfaction et leur utilisation de ces outils. Et la troisième population, c'est tous ceux et celles qui avaient été formés au bilan carbone. Et on a demandé qu'est-ce que vous en faites de ce bilan carbone en interne et quelles actions vous menez par la suite. Donc ça, c'est 3 questionnaires sur lesquels on a des études qui sont en cours, des études de recherche et sur lesquelles on a utilisé les résultats pour les 2 rapports qui vont vous être présentés aujourd'hui. Ensuite, on a réalisé des entretiens et des études de terrain. Alors, la différence, c'est que les entretiens, on les a réalisés par téléphone avec des PME qui souhaitaient partager ce qu'ils font en interne. Et puis, des études de terrain où on a été rencontrer des PME, parfois pour des périodes assez longues, et sur lesquelles on a pu étudier les choses plus proches du terrain qu'avec un seul entretien. Et on a aussi réalisé des cas assez longs sur les business models, puisque dans le cadre, par exemple, de l'autopartage, on a réalisé des entretiens sur une période de 3 ans avec toutes les parties prenantes de l'organisation d'autopartage. Et puis sur les business bas carbone, on a réalisé aussi 16 entretiens avec des PME qui sont, ou des startups qui sont dans ces modèles-là. Donc tout ça sur une période de 3 ans pour un résultat qui laisse voilà, les 3 rapports que vous allez voir, mais aussi, je tiens à souligner, il y a eu un rapport final qui est confidentiel, qui est l'ADEME. Il y a, vous le voyez là, la rédaction d'articles de recherche et de chapitres d'ouvrage. Il y a une dizaine d'articles de recherche qui sont en cours, ce qui représente pour nous chercheurs une sortie quand même très très conséquente en termes de contenu, et les rapports qui vous seront présentés aujourd'hui. L'équipe entière était composée de 7 personnes, 8 avec Joariatou, enfin 7 groupes on va dire, l'ABC avec Quentin et Joariatou, Rémi et Olivier qui vous présenteront aussi aujourd'hui les rapports. Et dans les chercheurs, Tiffaine Jérôme qui est spécialiste des gaz à effet de serre et qui fait de la méthodologie quantitative, Mélodie Cartel qui a travaillé sur les business models, Simon et moi-même qui avons travaillé sur la coordination et le travail sur les entretiens avec les PME. Voilà, donc c'est une grosse équipe et puis on a été aidé par différentes personnes, mais voilà, une grosse équipe pour un gros projet et j'espère des résultats à la hauteur de vos attentes. Et donc je vous laisse avec Quentin, Rémi et Olivier pour la présentation des rapports qu'ils ont pu réaliser. Merci Delphine. Donc, on va passer la parole à Rémi Marcus qui va vous présenter le rapport numéro 2. Rémi, je te laisse la parole. Merci Joariatou et donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Rémi Marcus, je travaille pour Eco Initiative qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies énergie-climat des collectivités, des entreprises. Et donc je suis moi-même co-gérant de la société et également consultant sur ces sujets-là au quotidien. Donc je vais vous présenter effectivement ce rapport qu'on appelle entre nous rapport 2 pour aller vite, et que donc nous avons co-réalisé entre E6, c'est-à-dire Olivier Papin, Eco d'initiative représenté par moi-même, et puis l'association Bilan Carbone avec Joariatou et Quentin. Donc ce rapport, il a un objectif très clair, c'est que il se veut un argumentaire pour la structuration et la mise en œuvre de stratégies bas carbone
dans les entreprises. Et donc, il se veut un argumentaire à destination des chefs d'entreprise, de PME et de TI, donc de petites, moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire qui sont aujourd'hui, bien entendu, par rapport aux grandes entreprises, celles qui sont encore quantitativement, numériquement, le moins engagées sur ces sujets-là. Et on fait l'hypothèse qu'il y a encore un travail de sensibilisation et d'argumentaire donc à réaliser auprès des dirigeants de ces entreprises-là. C'est au service de cet objectif qu'est ce rapport. Donc, il a concrètement, cet objectif, il est poursuivi au travers. Attends, si tu peux rester juste avant sur la page d'avant, s'il te plaît. Ouais. Il est poursuivi en s'intéressant à 3 sujets. D'abord, l'identification des avantages. C'est un petit peu à l'envers, mais peu importe. L'identification des avantages d'une stratégie carbone. Les arguments qui concourent à inclure le sujet de la transition dans la gestion même de l'entreprise, et puis la compréhension du rôle que peut prendre la direction, que doit prendre la direction pour engager cette transition bas carbone. Merci, tu peux repartir en avant. Et donc cet argumentaire, il repose en fait sur 4, on va dire sur 4 grands axes. Dont le premier est un axe essentiellement, disons, citoyen ou éthique, et qui consiste à affirmer ou réaffirmer la nécessité et l'urgence de lutter contre le changement climatique, et puis aussi la reconnaissance d'une dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles, et donc une précarité de notre économie vis-à-vis de la raréfaction des énergies fossiles. Et donc, l'argument est que les entreprises, comme les autres acteurs, doivent contribuer à cet effort global. Ça, c'est pour le premier argument qui, bien sûr, est largement connu et a déjà largement été défendu. Les autres arguments sont plutôt axés sur l'intérêt de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne le deuxième, tu peux passer à la page suivante. Il s'agit de reconnaître, de mettre en avant le fait que le carbone, d'un point de vue opérationnel, est un indicateur clé dans la mesure où il est vraiment à la convergence des multiples enjeux environnementaux de l'entreprise. Donc vous voyez ici ce fait, cette observation illustrée sur le schéma de droite. Et donc en fait, on met en évidence ici l'intérêt de l'indicateur carbone comme indicateur opérationnel de la performance environnementale de l'entreprise, et aussi de la mesure des enjeux et des impacts de l'entreprise de manière transversale. Donc c'est le deuxième grand argument. Le troisième, après un argument opérationnel, le troisième est plus stratégique, et il porte sur le sujet de la transition climat vu comme un risque pour l'entreprise. Il s'agit d'anticiper et de gérer, pour l'entreprise, de gérer un risque. Et donc, vous voyez ici, au travers de cette illustration qui est directement inspirée d'une illustration que vous avez déjà vue, qui a été en particulier largement diffusée par The Natural Step, il vient l'idée que la transition climat, c'est un risque, c'est un sujet qui va s'imposer à l'entreprise de toute façon. C'est donc un risque pour l'entreprise dont l'anticipation et dont la gestion permettra de minimiser les impacts négatifs pour l'entreprise. Et c'est le pilotage de l'entreprise au travers de cette transition, le pilotage clairvoyant de l'entreprise au travers de cette transition, qui va lui permettre non seulement d'en éviter les écueils, mais aussi de ressortir gagnant de cette transition qui va lui être imposée. Et puis enfin, dernier argument, il est un peu plus large, et il porte à la fois sur la logique du management au sens large et sur la logique de réputation et d'image de l'entreprise. Il s'agit aussi de défendre le fait qu'une stratégie carbone au sein de l'entreprise, c'est une démarche qui va mobiliser les équipes, qui va les fédérer et qui va donner du sens pour les salariés à leur action au quotidien. Donc c'est vraiment on va dire un facteur de motivation
et de fédération des équipes à une époque où on parle énormément de perte de sens dans le travail et où les uns et les autres, on est tous en train de chercher un sens à notre travail. Donc ça y contribue très clairement et très directement. Si c'est relativement intangible, pour autant c'est un aspect qui est très important. La performance opérationnelle, je n'y reviens pas, donc ou très rapidement, elle se traduit à la fois par le fait que l'indicateur carbone est un indicateur central vis-à-vis de la performance environnementale de l'entreprise, et puis à la fois que il va permettre d'enrichir on va dire la vision opérationnelle de l'entreprise. La stratégie carbone, elle permet aussi de dynamiser l'innovation parce que forcément, elle ouvre finalement, elle permet de porter un regard un petit peu différent, un petit peu nouveau sur l'entreprise, aussi bien donc d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue stratégique. Et puis enfin, à l'externe, c'est clairement un facteur d'amélioration de la réputation et de l'image de l'entreprise que de montrer que celle-ci se préoccupe du sujet climat, qu'elle veut se mettre en transition et donc qu'elle est à la fois qu'elle participe à cet effort collectif, à cet effort citoyen, collectif, global, et puis à la fois qu'elle est clairvoyante, que donc elle anticipe ce qui peut être vu comme un risque, mais elle anticipe aussi l'identification d'opportunités qui peuvent naître de la transition, et donc elle devrait ressortir plus forte que les autres de cette période qui arrive. Donc voilà pour le quatrième argument, c'est vraiment cet argumentaire qui est simple hein, et finalement si je pense que pour les participants aujourd'hui à ce webinaire, vous êtes déjà largement dans le sujet et donc dans tout ce que je vous ai présenté là, vous avez probablement pas appris, voilà, il n'y a pas de scoop, il n'y a rien de nouveau, mais il s'agit en fait, au travers de ce rapport, de mettre ces arguments en face des dirigeants d'entreprise pour qu'ils en prennent conscience et pour favoriser le fait qu'ils prennent la décision d'inclure le carbone dans leur stratégie d'entreprise et de préparer la transition. J'ajoute pour terminer que ce rapport, on l'a voulu aussi, on va dire, aussi robuste que possible en termes d'informations qu'il apporte, mais aussi le plus illustré, animé, le plus attractif possible. Et donc, il repose à la fois sur les travaux de recherche qui ont été menés dans le cadre du projet que Delphine vous a présenté juste avant moi, sur les enquêtes, mais aussi sur une littérature de recherche plus large, sur les stratégies carbone, travaux de recherche français et internationaux évidemment. Donc ça c'est pour la partie on va dire robustesse, crédibilité, légitimité de ce qui est dit là. Et puis il repose aussi sur pas mal d'illustrations et de verbatim qui émanent en particulier des enquêtes qui ont été menées dans le cadre du projet. Donc voilà, donc vous y trouverez tous ces contenus. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Oui. Alors, merci pour cette présentation. Et on a une première question de Loïc Vautrin. Alors, vous parlez de risques sur la transition. Avez-vous des données chiffrées pour étayer cela? Par exemple, perte de 20% de chiffre d'affaires si pas d'action prise dans tel domaine d'activité. Alors non, on n'a pas mis en exergue dans le rapport directement des données chiffrées pour étayer le risque de ne pas adopter une stratégie bas carbone. On est effectivement resté sur des arguments plus qualitatifs et on n'a pas de chiffres. Voilà, on n'a pas quantifié ce risque. On n'a pas d'ailleurs cherché à le faire. Donc on n'a pas d'éléments quantifiés sur le risque. On a plutôt essayé de l'expliquer, de permettre de le comprendre et d'en appréhender tous les aspects plutôt que d'essayer de le quantifier. Alors, une autre question de Maud Soubelé. Savez-vous si certaines organisations ou associations ont quantifié ce risque? Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas d'informations sur ce sujet-là. J'avoue que c'est pas quelque chose que je suis allé chercher. Je ne sais pas si Delphine ou l'association Bilan Carbone, vous avez fait des travaux qui vont dans ce sens-là ou si vous avez vu des travaux qui vont dans ce sens-là. Alors malheureusement, Delphine ne pourra pas répondre à la question parce qu'elle a dû
s'absenter, pardon. De notre côté, on n'a pas non plus. Alors, du coup, comme ça fait le lien un peu avec la question précédente, c'est que dans tel domaine d'activité, effectivement, si on veut chiffrer, il faudrait vraiment se rapporter à un secteur, puisque le risque ne va pas avoir la même amplitude selon le secteur d'activité. Mais ce qui est donné généralement, c'est plutôt des chiffres génériques sur l'ensemble du secteur économique et pas pour un secteur particulier. Après, pour avoir des chiffres par secteur particulier, il faudrait voir si, alors peut-être que parmi les ressources qu'on a citées dans les rapports, il fallait qu'en note de bas de page, on a mis pas mal de ressources. Certaines peuvent faire référence à des chiffres que nous, on n'a pas du coup explicitement mis en valeur dans le rapport, parce que comme l'a dit Rémi, c'était plutôt sur un aspect qualitatif. Mais potentiellement, la plupart du temps, les chiffres qu'on trouve, c'est plutôt des chiffres génériques. Après, par rapport à des secteurs donnés, il faut voir si des travaux ont été menés spécifiquement pour un secteur. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, bah, du coup, Rémi, moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, finalement, par rapport à ton expérience de consultant, comment est-ce que tu vois l'apport de ce rapport pour les dirigeants? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années? Quels sont maintenant les arguments que les dirigeants ont besoin d'entendre pour se lancer dans la transition bas carbone? En fait, je pense que on l'observe probablement tous. Il y a eu un virage qui a été pris depuis 2015 en particulier, au tournant de 2015, probablement de la COP 21. Et là où précédemment on pouvait avoir des attitudes défensives vis-à-vis du sujet changement climatique, on n'est plus vraiment confronté à ce problème-là. Donc, par exemple, le rapport, il insiste au départ sur l'argument, l'importance de lutter contre le changement climatique, mais finalement, il n'y a plus vraiment de débat sur ce sujet-là. Ce qu'on a, ce qu'on observe plus, alors effectivement, c'est vrai que le sujet risque est encore, on va dire, mal connu, mal documenté. Ce qu'on observe plutôt, c'est l'intérêt d'entrer dans une stratégie carbone pour les entreprises. En fait, c'est ce qu'elles y trouvent en plus. C'est la valeur qu'elles vont y gagner, à la fois la valeur en termes de management interne, d'amélioration de la performance carbone bien sûr, mais aussi de l'amélioration de la performance opérationnelle plus largement, et puis aussi de dynamisation des entreprises. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a essayé d'insister, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, et on a bien compris que l'argument contribuer à la lutte contre le changement climatique, il était intéressant, il était indispensable, mais c'était pas ça qui faisait bouger les entreprises concrètement jusqu'à aujourd'hui. Et donc les arguments qu'on a essayé de porter, qui se veulent plus décisifs, sont des arguments qui sont vraiment liés à l'intérêt de l'entreprise elle-même. Donc c'est pour ça qu'on a développé là vraiment ces trois arguments, l'argument opérationnel, l'argument stratégique, et puis l'argument plus généralement d'image, que ce soit d'image interne ou d'image à l'externe, qui tente à montrer que voilà, une entreprise qui va adopter une stratégie climat, en fait, elle a 100% intérêt à le faire, parce que finalement, elle va y gagner. De fait, c'est sur cet argument-là en général qu'on voit des prospects ou des clients venir à nous. C'est parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose à y gagner. Et donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence clairement dans le rapport de façon assez schématique et assez claire. Évoquer une autre question. Oui, une autre question de Laurent Barbezieux. Alors, quelles sont les fonctions dans les PME typiquement en charge de la transition bas carbone? Est-ce que c'est uniquement la direction, le PDG? Est-ce que c'est plutôt le département RSE, département qui s'occupe des risques, marketing, développement de produits, production? Et est-ce que cela a évolué récemment?
Alors, là pour le coup, j'ai pas de données statistiques quantitatives pour établir que ça a évolué récemment, donc je me prononcerai pas là-dessus. Mais essentiellement, ce qu'on a observé quand on a réalisé les enquêtes dans le cadre du projet de recherche, c'est que finalement il y avait une très grande dans les PME en particulier parce qu'elles sont structurées de manière extrêmement diverse. Parfois peu structurées, parfois beaucoup plus. Bien sûr, ça dépend largement de la taille, mais aussi indépendamment de ça. Et en fait, il y a une extrême variété de la fonction qui porte le sujet en interne. Alors sans surprise, quand le sujet est pris au sérieux, c'est très souvent la direction qui s'en occupe. On a rarement des directions, du coup dans les PME, on a rarement directement des directions RSE ou des directions, je vois que vous écrivez risque ici. Ce qu'on va avoir le plus souvent, effectivement, ça va être le marketing et étonnamment peut-être ou pas, ce sur quoi on est tombé assez souvent, ce sont des assistants de direction ou dit de manière plus triviale des secrétaires qui étaient en fait en charge du sujet dans l'entreprise. Donc si on veut le dire positivement, la direction, le dirigeant ou la dirigeante délègue le sujet à son bras droit, voilà, qui va s'en occuper. Donc il y a vraiment une très grande diversité des acteurs qui portent le sujet. Ce qu'on a aussi très souvent, mais ça suppose que le sujet là aussi soit bien identifié en interne, c'est qu'il y a un chargé de mission en charge de l'environnement ou du climat, qui est celui qui porte le sujet. Voilà. Mais je dirais que, pour moi, les deux caractéristiques qui ressortent, c'est que d'une part, c'est extrêmement variable, et que d'autre part, ce qui me concerne, j'ai été étonné de voir à quel point c'était souvent finalement un assistant ou une assistante de la direction qui s'occupait de ce sujet-là dans l'entreprise. Après, pour compléter aussi la réponse, du coup, nous, avec la présentation de ces rapports, vous voyez d'une part qu'on s'adresse aussi bien aux dirigeants. Ah, quelqu'un a laissé son micro allumé. Oui, comme je disais, à travers la présentation de ces deux rapports, vous voyez bien qu'on s'adresse d'une part à la direction et au PDG à travers le rapport 2, mais aussi aux chargés de mission RSE, plutôt développement. Mais comme l'a dit Rémi, il y a d'autres fonctions auxquelles on ne pense pas tout de suite qui peuvent aussi être moteurs pour lancer une transition bas carbone dans une PME. On a une autre question de Alex Huin. Quels sont les outils utilisés par les PME déjà engagés pour réaliser leur comptabilité en dehors de celui mis à disposition par l'ABC? Alors en fait, quand on pose la question aux entreprises, de manière générale, je dirais qu'il y a 3 types de réponses qui ressortent. Et là aussi, c'est mieux documenté dans le rapport complet du projet. Pas forcément, je pense pas que ça soit dans ces rapports 2 et 3 là qu'on vous présente aujourd'hui, mais bon, bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui nous répondent qu'elles utilisent le bilan carbone. Mais surtout, en ce qui concerne les PME, quand on pose des questions GES aux entreprises, elles répondent en fait énergie, eau et déchets. C'est-à-dire qu'elles mettent en place le plus fréquemment la façon par laquelle elles abordent finalement par la bande le sujet des gaz à effet de serre, c'est qu'elles mettent en place surtout des outils de management de l'énergie, de suivi de performance de l'énergie, de suivi des quantités et des modes de traitement de leurs déchets et de quantité en valeur absolue de leurs déchets. Et puis la performance sur l'eau. Alors la performance sur l'eau, en l'occurrence, elles nous répondent ça. On sait qu'il y a quand même, il y a quand même un découplage assez fort entre le sujet de l'eau et le sujet des GES. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les réponses des entreprises montrent que elles se reposent essentiellement sur des indicateurs qui sont très opérationnels, qui sont liés à leurs activités, qui sont énergie, eau, déchets essentiellement, et que ce sont seulement certaines d'entre elles qui s'attaquent directement au GES, au sujet des GES. Alors, sur le sujet des GES, elles parlent bien entendu du bilan carbone,
Elle parle aussi relativement souvent du bilan produit. Bilan produit, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est un outil qui est mis à disposition par l'ADEME et qui permet à une entreprise d'établir une empreinte de manière assez simplifiée, une empreinte carbone d'un produit et non pas d'une organisation comme le fait le bilan carbone. Donc on va dire que c'est une analyse cycle de vie simplifiée et restreinte aux critères, en fait à quelques critères, mais en particulier aux critères carbone. Voilà. Et pour terminer, elles répondent aussi, pour le coup, analyse de cycle de vie. Et donc, certaines d'entre elles réalisent aussi des analyses de cycle de vie, donc plus complètes, on va dire, probablement plus académiques, sur des produits sur lesquels elles ont un intérêt particulier. Et donc, ça veut dire qu'elles associent aussi le sujet gaz à effet de serre au sujet des analyses de cycle de vie multicritères. Alors, bien sûr, dans le multicritère, il y a aussi les gaz à effet de serre. Mais voilà. Donc voilà, on va dire l'ensemble des panels de réponses qu'on obtient quand on leur pose des questions sur les outils qu'elles mettent en œuvre pour aborder le sujet carbone dans l'entreprise. Et une autre question de Thierry Faba. Alors, l'interlocuteur ADEME est-il le plus souvent contacté ou mobilisé par la PME sur le sujet? Alors ça, c'est un sujet sur lequel je ne pourrais pas vous répondre parce qu'en fait, on les a pas tant que je sache, on les a pas questionnés là-dessus. Donc ça n'a pas été une des questions de l'enquête qu'on a menée. Donc je peux pas vous répondre. Je pourrais que vous donner un avis subjectif là-dessus. Donc j'ai pas de réponse particulière là-dessus. Une autre question. Y a-t-il des secteurs où les PME sont plus engagées que d'autres? Agroalimentaire, technologie de l'information et de la communication, etc. Alors, c'est difficile à dire au travers directement de notre projet de recherche parce qu'en fait, on n'a pas eu une approche sectorielle. Donc, aussi bien dans l'établissement de l'échantillon qu'ensuite dans le traitement des informations, on a voulu regarder les choses de manière transsectorielle. Donc, on n'a pas établi de profil sectoriel et différencié selon les secteurs. Cela dit, de manière, on va dire en tendance, ce qu'on a observé, c'est une relative surreprésentation de l'activité de transport. Alors, sans vraiment de surprise, parce que ça fait partie des secteurs qui ont des impacts environnementaux évidents et importants au travers de leur cœur de métier. Voilà, mais c'est vraiment uniquement une tendance et ça n'a pas fait l'objet directement d'une recherche spécifique. Qui peut vérifier si notre comptabilité est cohérente? Alors, je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. J'imagine que le sujet, c'est de faire vérifier une comptabilité GES que vous avez mise en place dans l'entreprise. Alors, si c'est le cas, la communauté de consultants en particulier se rassemblent les membres de l'APCC, sont tout à fait compétents pour faire ce travail-là. Et puis, de manière plus générale, et sur la base d'un bilan de gaz à effet de serre qui répond à des standards ou à des normes méthodologiques précises, vous pouvez aussi faire vérifier vos bilans par le même type d'acteurs ou par des acteurs qui soient accrédités. Mais j'avoue, je ne sais pas exactement le contexte de cette question. Rémi, si tu peux juste expliciter l'acronyme APCC, pardon. Ouais, l'APCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement, comme l'acronyme ne l'indique pas. Donc, mais vous trouverez toutes les informations sur l'APCC sur leur site apc-climat.fr. Au besoin, et là, il y a quelques dizaines de membres de l'APCC qui sont des entreprises. Alors, il y a encore deux nouvelles questions, mais je pense que ça va être les dernières questions, donc je vais les lire à la suite et puis tu feras une réponse globale avant de passer au focus suivant. Alors, une des questions, le financement du conseil en stratégie carbone ou son retour sur investissement n'est-il pas un critère sensible dans les PME? Et autre question, Alors, la comptabilité. ouais. Tu étais sérieux pour celle-là?
Ouais, je vais répondre à celle-là rapidement. Historiquement, ça a été un sujet compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas ou en tout cas, nous, on n'a pas identifié de travaux qui permettent de montrer le retour sur investissement au sens, le retour sur investissement d'une stratégie carbone au sens directement comptable, opérationnel. Il a jamais, enfin, ce que je sache, il n'a pas été quantifié. Et donc, ça a pu être effectivement un frein à l'adoption de stratégie climat. Je dois dire qu'aujourd'hui, enfin mon ressenti, je sais qu'il y a des participants là qui sont consultants aussi, mais c'est que c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait les bénéfices de la mise en place d'une telle stratégie, pardon, ils restent assez difficiles à quantifier. Ils sont pour beaucoup assez intangibles. En revanche, ils sont assez clairs et évidents. Et du coup, bon alors ces derniers jours et peut-être pour quelques semaines, bien sûr, il y a un infléchissement. On peut s'attendre à un infléchissement, mais pendant l'année qui vient de passer en particulier, on a senti clairement, Olivier ensuite pourra abonder ou contredire, mais on a senti clairement que c'était plus vraiment un sujet pour les entreprises qui s'y intéressent et qui se sont posé la question. Elles répondent positivement au fait de s'engager de plus en plus fréquemment, sans forcément chercher de réponse à cette question-là. Et puis pour terminer, donc bonjour Renaud. Euh, voilà. Alors, la question, hein, pour ceux qui l'auraient pas sous les yeux, la comptabilité carbone des entreprises doit-elle selon toi évoluer vers une prise en compte de sa contribution positive à la lutte contre le changement climatique, émissions évitées, soutien à des projets labellisés carbone, PPA, je suis pas sûr de l'acronyme que tu utilises, mais alors, ok, PowerPoint Agreement, merci. En fait, enfin, moi j'aurais deux réponses. Là aussi, c'est très personnel. Ça repose pas sur les travaux qui ont été faits là, mais j'aurais deux réponses. D'abord, il est clair que c'est un facteur d'attractivité pour les entreprises que de pouvoir parler du sujet positivement. Toutes les entreprises ont besoin, quand on parle d'elles, elles cherchent à faire en sorte que ce soit positivement. Et donc, bien sûr, elles sont toutes extrêmement friandes du fait que quand on parle de climat, quand on parle de climat et d'entreprise, on parle de ce qu'elles font de bien pour le climat. Donc, je dirais que oui, sur le principe, c'est effectivement souhaitable, c'est clairement souhaitable d'arriver à des métriques, des modes de communication, des messages qui soient positifs parce que, non pas parce qu'on veut faire briller les entreprises, mais parce que ça nous aide à faire en sorte qu'elles s'engagent. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, on a des questions. On a la question du fait que, sous prétexte de parler positivement du sujet, bah, on peut avoir des concepts, des notions et des métriques qui sont assez mal posées. Je pense en particulier aux émissions évitées, qui demandent encore, même si on a de plus en plus de travaux là-dessus, qui demandent encore un travail de meilleur cadrage. Et donc, voilà. Donc, il faut être aussi très prudent sur le sujet. En parlant d'émissions évitées, de compensation, etc. On voit, et je terminerai là-dessus, on voit que avec l'objectif zéro émission nette qui a été posé en particulier par la France, on voit que le sujet de la compensation, le sujet des émissions évitées se rapproche, et c'est très bien, se rapproche de la reconnaissance du fait que des émissions négatives, ça ne peut être que le captage de gaz à effet de serre à l'atmosphère et donc la réduction de la concentration d'émissions dans l'atmosphère. Et non pas la comparaison de scénarios, dont un qui est le scénario de référence serait le pire, et un autre qui est un scénario, on va dire, avec action, serait un petit peu meilleur et pour autant serait parfaitement positif et viendrait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a parfois des confusions auxquelles a pu mener cette volonté de voir les choses positivement de la part des entreprises, qu'il faut, je pense, dès aujourd'hui corriger pour être sûr qu'on va dans le bon sens et qu'on ne pose pas mal les choses. Je crois que la tendance actuelle, c'est d'aller dans ce
dans cette, on va dire, dans une meilleure maîtrise des concepts de ces notions-là. Et c'est absolument nécessaire si on veut pouvoir parler positivement de ce que font les entreprises sans pour autant dire des bêtises et faire du greenwashing. Bon, je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet, mais voilà, je laisse la parole, je pense, alors soit à Joriatou, soit à Olivier, et je vous remercie pour votre attention. Merci Rémi. On va laisser la parole à Olivier Papin, donc de E6 Consulting, qui va s'introduire en quelques mots et vous présenter le Focus 2 sur le rapport Comment mettre en œuvre une transition bas carbone au sein d'une entreprise. Bonjour à tous, donc Olivier Papin, bureau de E6. Donc comme Rémi, je suis consultant transition énergétique et environnementale pour les entreprises comme pour les collectivités locales. Du coup, j'ai eu la chance de travailler au sein de toute l'équipe là sur les 3 ans du projet de recherche porté par l'ADEME. Et donc, je vais vous présenter ce que nous, on appelle le rapport 3, c'est-à-dire le rapport 2 qu'a présenté Rémi était comment convaincre la direction et comment mettre en place la dynamique de changement. Le rapport 3 est un peu plus orienté sur l'opérationnel, c'est-à-dire comment on s'y prend concrètement, même si on a pas mal de retours aujourd'hui, puisque les premières démarches carbone vont bientôt fêter leurs 20 ans, en tout cas pour la partie française. Donc la transition climat d'une entreprise, la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par transition climat? Évidemment, la première chose qu'on a en tête, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut être souvent vu comme une simple contrainte, en fait, de dire, voilà, il faut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, point barre. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, ça implique cette baisse des émissions de gaz à effet de serre, une mutation complète de l'activité, la façon dont on se déplace, la façon dont on achète, la façon dont on produit. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les événements récents du coronavirus là nous montrent concrètement ce qu'une mutation profonde de l'activité rapide peut impliquer. Et c'est aussi parfois ce qui va poser problème dans la transition climat. C'est comme les échéances sont des échéances longues, on a un peu un réflexe de se dire on va s'en occuper et on va mettre en œuvre la transition, alors qu'en fait il faudra aller certainement plus rapidement. Quand on prend du recul aussi sur l'entreprise, on se rend compte que c'est la viabilité économique de l'entreprise qui en dépend, dans le sens où même si là le prix du pétrole s'effondre à cause de la crise qu'on est en train de vivre, sur des tendances longues, on sait très bien que tout ce qui émet des gaz à effet de serre consomme des énergies fossiles et qu'à terme, ça va amener des vulnérabilités, soit économiques, parce que le prix de l'énergie, de la matière première va fortement augmenter, soit réglementaire, parce qu'on voit qu'il faut légiférer sur ces sujets-là, soit d'un point de vue image, puisqu'on a en ce moment le phénomène un peu de la honte de l'avion, là, où finalement les consommateurs commencent à influer sur les comportements et sur leur comportement. Donc c'est vraiment la nécessité d'une prise de conscience pour engager un processus qui n'est pas forcément évident, mais qui est nécessaire. Alors comment on le met en œuvre? Il faut essayer, et ça c'est quelque chose qu'on a constaté dans le temps, d'engager quelque chose. C'est un premier changement qui n'a pas besoin d'être tout de suite le virage à 180 degrés, même s'il faudra peut-être un moment le faire, mais en tout cas il faut arriver à mettre le pied dedans pour, une fois qu'on a le pied dedans, montrer qu'il y a des bénéfices, que même si c'est des petites actions, on y trouve son compte et que l'entreprise continue à avancer, à progresser. Comme ça, en démarrant par des petites actions, on va pouvoir les pérenniser et ça va être la preuve que quand on amplifie le mouvement, on va pouvoir aller sur des sujets plus sensibles. Ça veut dire concrètement, alors je suis désolé, hein, c'est compliqué de parler de tout ça sans faire des échos d'actualité, mais de montrer que le télétravail un jour par semaine ou une fois de temps en temps, ça fonctionne, ce qui permet ensuite de se dire, dans la façon de se déplacer, en fait, on va pouvoir faire différemment. Là, on se rend compte qu'avec la visioconférence, en fait, il y a plein de réunions qu'on peut faire sans se déplacer. Le fait de le tester une fois ou deux, ça permet de se dire, sur ce truc-là, sur ce sujet-là, en fait, les solutions marchent. Donc, on va se poser des questions sur des sujets de plus grande ampleur. Et pourquoi? Évidemment, on en a parlé, la notion de dépendance et de vulnérabilité, mais également une deuxième notion qui commence à émerger de plus en plus, c'est l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Alors, suivant les domaines dans lesquels vous travaillez, vous n'êtes pas forcément en lien directement avec les conséquences du changement climatique, mais les gens qui travaillent dans les réseaux énergétiques, les transports, les télécommunications peuvent déjà parfois être touchés par des premières conséquences du changement climatique. Alors, je ne parle même pas du secteur de la santé où quand il y a des canicules, on a vu ce que ça a pu donner en 2003, on a des conséquences opérationnelles. Donc, il y a maintenant cette double notion, réduire ses émissions carbone pour contribuer le moins possible au changement climatique
et en même temps adapter son entreprise aux conséquences du changement climatique. Du coup, comment initier la démarche? Alors, pour initier la démarche, il faut évidemment tenir compte du secteur dans lequel on travaille. Ça paraît très bête, mais les solutions de transition énergétique, d'une part, elles sont sur la table, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une transition énergétique et carbone, on sait comment le faire et on a des solutions opérationnelles pour le faire. On n'est pas en attente d'un saut technologique pour dire on va changer. Il faut évidemment, on ne peut pas adapter les secteurs de la santé au secteur de l'aéronautique et au secteur agricole. Évidemment, il faut tenir compte du secteur, de ses enjeux pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Voir aussi souvent, c'est un point important, quelles sont les actions déjà en cours. Parce que si on fait table rase de tout ce que l'entreprise, tout ce dans quoi elle a déjà investi en termes d'environnement, on va démobiliser les équipes, on va donner l'impression qu'on a travaillé pour rien. Et donc, il faut toujours essayer de se baser sur l'existant pour pouvoir ensuite l'étoffer. Et ensuite, évidemment, la difficulté, c'est de se dire comment on intègre les spécificités nécessaires à cette transition par rapport au modèle économique. Ça peut impliquer une vulnérabilité du modèle économique. Maintenant, le dirigeant d'entreprise, si on lui dit que son modèle économique est vulnérable par rapport au changement climatique, il a deux options. Soit la première, il met la tête comme l'autruche dans le sable et puis il attend que ça se passe. Donc ça, c'est une première option qui peut peut-être durer certainement quelques années, mais qui fait qu'on n'identifie pas les vulnérabilités. La deuxième option, qui est celle qu'on préfère, c'est dans les échanges qu'on nous dise ben voilà votre impact énergétique et carbone et voilà comment on peut le faire évoluer. Ok, ça remet en question fondamentalement mon business model. Comment on peut ensemble y réfléchir pour se projeter et se dire comment ce business model il pourrait évoluer pour tenir compte de ces enjeux énergie-climat. On est vraiment dans une notion de dialogue, d'échange et de co-construction. On n'est pas là, quand on fait une démarche de ce type-là, on ne met pas de notes à l'entreprise. On ne dit pas ils sont bons, ils ne sont pas bons d'un point de vue carbone. On est là plutôt pour les aider à progresser. Et ça, c'est vraiment cette logique de dire voilà, on tient compte de l'existant de l'entreprise et comment on fait évoluer cet existant. Alors ensuite, il y a plusieurs étapes évidemment qui vont conditionner la mise en œuvre de la démarche. On peut les présenter de différentes façons, mais la priorité, en fait, c'est d'avoir l'approbation et l'appropriation des enjeux par la direction. Parce que si la démarche n'est pas soutenue par la direction, quand on va devoir engager des investissements, mettre du temps, des ressources à disposition, voire questionner le business model, si on n'a pas un portage au plus haut point au niveau de la PME, on ne peut pas y arriver. Donc ça, c'est aussi l'avantage qu'on a parfois avec les PME, c'est que souvent le dirigeant peut faire beaucoup de choses dans l'entreprise, donc il a une bonne vision de toutes les implications et donc c'est souvent à lui qu'on va faire directement affaire. Quand la taille des entreprises grandit, c'est souvent des challenges de ce type de démarche et d'arriver à remonter jusqu'à la direction pour dire voilà les questions qu'on va se poser, voilà les réponses qu'on va essayer d'y apporter et on a besoin de votre soutien, votre compréhension pour pouvoir ensuite suivre le plan d'action. Ça veut dire qu'au départ, il y a un grand enjeu d'explication, de pédagogie de la démarche et de transparence pour bien rappeler comment on va faire les choses et qu'on le fait au service de l'entreprise. L'objectif, c'est que l'entreprise progresse, elle le fait pour elle-même. Quand on a des clients qui nous disent, vous savez, moi, mon entreprise, on a fait le bilan carbone, en fait, on n'a pas mis en œuvre les actions. Pour nous, ça ne change rien, en fait, en tant que bureau d'études. C'est dommage, hein, évidemment, mais si l'entreprise n'a pas conscience que le changement, elle doit d'avant tout le faire pour elle-même, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. La démarche, l'entreprise l'a fait pour elle-même. Donc, il faut bien expliquer le lien entre climat, énergie, le lien avec le business model de l'entreprise et essayer de faire en sorte que la prise de conscience soit aussi à la hauteur des enjeux. On ne va pas se préoccuper que du tri des déchets, on ne va pas se préoccuper que de l'impression recto verso. On va se poser des questions sur tout le fonctionnement de l'entreprise. Alors ensuite, il faut faire un état des lieux. Faire l'état des lieux, c'est une étape qui peut faire un petit peu peur parce que elle va impliquer de questionner beaucoup de données dans l'entreprise et en fait, c'est paradoxalement l'étape la plus facile. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique dans tous les rouages de l'entreprise, souvent les informations consistent à collecter des données existantes. On est rarement dans des cas où on doit mettre en place des nouveaux systèmes de collecte de données. On est plutôt sur s'appuyer sur les reporting et le suivi de l'entreprise qu'on va convertir en émissions de gaz à effet de serre pour cartographier les émissions. Donc c'est là où on va pouvoir comparer via l'unité commune de l'équivalent CO2 l'impact de l'énergie, de la matière première, des déchets, des déplacements de personnes. Et on va ainsi pouvoir prioriser les postes sur lesquels l'entreprise
est la plus concernée. Et ensuite, la dernière étape, c'est de relier donc l'état des lieux avec les dynamiques existantes. Est-ce que l'entreprise est déjà ISO 14000, ISO 9000? Est-ce qu'elle fait de l'éco-conception? Comment sont positionnés ses produits? Pour justement l'aider à faire le lien entre un exercice de cartographie qui peut sembler un petit peu théorique, parce que quand on compte du carbone, le carbone, on a du mal à l'appréhender. Donc, quand on donne le résultat du bilan carbone d'une entreprise, on lui dit 10 000 tonnes, 20 000 tonnes, 200 000 tonnes, elle a du mal à se rendre compte, en fait, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Donc, le fait de relier avec les dynamiques existantes, ça permet vraiment de faire le lien avec l'opérationnel. Et ça nous permet comme ça de commencer à se projeter dans qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour engager cette transition énergétique et carbone. Alors ensuite, pour connaître le point de départ, il faut essayer d'être le plus exhaustif possible dans la comptabilité. C'est l'avantage qu'on a avec la démarche bilan carbone, c'est que elle a vraiment cette notion de scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire qu'on ne peut en théorie rien oublier donc dans la comptabilité de l'entreprise. Et le bureau d'études ou la personne qui le fait en interne, si c'est internalisé, se doit d'avoir la vision la plus exhaustive possible, de compter le plus loin possible pour identifier les vulnérabilités. On a coutume de dire dans les formations de bilan carbone, la question à se poser, c'est est-ce que si j'enlève le flux physique, mon activité est impactée ou pas? Donc, si par exemple, je sais pas, je livre des plateaux repas, l'exemple qu'on prenait en formation, souvent pour ceux qui ont fait la formation, ça leur rappellera des souvenirs. Je livre des plateaux repas pour une compagnie aérienne. Est-ce que je dois prendre en compte le trafic aérien de mes plateaux? En fait, si le plateau ne transite plus par l'avion, le plateau n'a plus lieu d'être en fait. On ne livre plus des plateaux repas dans les avions qui ne veulent pas. Donc ça veut dire que ça vaut le coup de le compter pour identifier la vulnérabilité et pour se dire justement, aujourd'hui je fais que des plateaux repas dans le secteur aérien, je pourrais peut-être le faire dans d'autres secteurs, je pourrais peut-être trouver d'autres opportunités qui vont permettre de diluer en fait ma vulnérabilité sur d'autres cœurs de métier et ainsi essayer d'engager mon entreprise dans la transition et ainsi si le trafic aérien baisse fortement, je réduis ma vulnérabilité. Ça veut dire qu'on va questionner tout ce qui se passe en amont, la fabrication des matières premières, l'acheminement de ces matières premières jusqu'au site de transformation, la fabrication, l'extraction, raffinage, transport des combustibles et de l'électricité jusqu'à mon site de production. Ensuite, tout ce qui se passe en aval, mes déchets, mes flux logistiques vers mes sites, soit de deuxième transformation, soit vers mes clients. Les déplacements, domicile, travail, professionnel, visiteur de mon entreprise, la fabrication de mes bâtiments, de mon parc informatique, de mes outils, de mes appareils, et puis ensuite l'utilisation à la fin de vie des produits que je fabrique. Ça veut dire que dans l'évaluation de la chaîne de valeur, on va jusque qu'est-ce qui se passe quand mon produit est mis en œuvre chez mes clients? Est-ce qu'il va avoir un impact? Et est-ce que cet impact ne peut pas être supérieur finalement à ce qui se passe dans mes usines? Ça, c'est tout à fait vrai quand on est dans des secteurs type automobile, aéronautique, ou même certains secteurs de la grande distribution où en fait les produits qu'on vend vont consommer plus d'énergie pour leur utilisation que pour leur fabrication. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir cette compta exhaustive pour identifier d'un côté les vulnérabilités, de l'autre les actions de priorisation pour aller vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour élaborer la stratégie climat, il va falloir croiser en fait les compétences, les enjeux et le pouvoir de décision. C'est le diagramme de Venn que vous avez au milieu qui résume bien. On a d'un côté la direction qui va être plutôt en haut à gauche. Vous avez les opérationnels, on va dire les forces productrices de l'entreprise qui sont à droite, qui elles vont avoir la compétence métier. Et puis vous avez en bas la compétence gaz à effet de serre qui est souvent, nous en tant que bureau d'études, notre rôle. Et en fait, il va falloir croiser à la fois le pouvoir décisionnel avec la compétence pour définir les objectifs, vérifier avec la compétence métier que ce qu'on propose, il est possible de le mettre en œuvre, et en même temps identifier les solutions qu'on peut proposer. Et en fait, c'est le croisement de ces trois pouvoirs de décision, donc de ces trois pouvoirs d'influence, on va dire la décision, le métier et la compta carbone. Quand on a ce croisement-là, on va pouvoir définir les actions climat. Et donc, vraiment, c'est faire le lien entre l'opérationnel, la vision d'entreprise et les enjeux court et long terme. Évidemment, on a un cadre aujourd'hui
qui se renforce. On a la stratégie nationale bas carbone au niveau français qui définit un cadre bien général. Au niveau mondial, on a des choses plus générales avec le GIEC et puis les Science-Based Targets, qui sont des objectifs définis pour respecter les objectifs de baisse de confinement des températures à 2 degrés. Et puis, on a plus récemment la loi énergie-climat de novembre 2019 qui va nous définir un cadre et nous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire. Donc, il y a certaines fois où on fait ces calculs, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on prend le contexte réglementaire, on l'a fait il n'y a pas longtemps pour une collectivité, et on dit voilà, si tout ce qui est mis en œuvre dans le contexte réglementaire, en fait, à l'horizon 2050, vous avez déjà vos émissions de gaz à effet de serre qui baissent d'un tiers. Et ensuite, on va aller chercher les tiers suivants dans le volontaire auprès de la collectivité ou de l'entreprise, mais on a des éléments contextuels très forts. Qu'est-ce que j'entends par là? L'interdiction de vente des véhicules thermiques à l'horizon 2040. On peut déjà calculer dans les entreprises qu'est-ce qui se passe si tous les véhicules passent du thermique à l'électrique ou au biogaz. On peut déjà quantifier l'impact carbone. Et on montre en fait que cet élément cadre prédominant, il a déjà eu un impact très significatif sur le moyen long terme de l'entreprise. Donc on ne marche pas à vue en fait sur ces sujets-là. Au contraire, on a dans le graphique qu'a présenté Rémi sur la stratégie des petits pas, où on a des bornes hautes, des bornes basses qui nous montrent qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, on y va. Là, dans l'opérationnel, c'est un petit peu pareil. On a d'un côté le réglementaire qui est le plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser. On a en bas les innovations qui poussent et qui font qu'on a des produits innovants qui arrivent sur le marché et qui vont nous permettre d'engager de la transition et de bénéficier d'innovation. Et puis ensuite, on pourrait rajouter l'organisationnel de l'entreprise sur comment elle fonctionne, comment elle travaille et comment elle est positionnée par rapport à son métier. Donc ensuite, pour élaborer la stratégie climat, évidemment, on va essayer de faire au mieux pour à la fois identifier les forces, faiblesses, opportunités, menaces de l'entreprise. Hein, c'est des AFOM, des FFOM, des SWAP suivant comment on les appelle, mais c'est toujours d'identifier ce sur quoi l'entreprise est vulnérable et ce sur quoi, au contraire, elle peut se différencier. La façon dont j'en parle tout à l'heure peut laisser entendre que c'est un changement qui est à mettre en œuvre, mais qui est surtout fait de menaces et de contraintes, mais il faut aussi voir énormément d'opportunités. C'est-à-dire que l'innovation qui va découler de tout ça va faire qu'il y a des entreprises qui vont sortir du lot et qui vont pouvoir proposer des business models en rupture. Alors, sans rentrer dans le débat sur l'électrique, pas l'électrique, les batteries, etc., mais on a des entreprises comme Tesla qui vont en fait arriver complètement en rupture avec le marché économique mondial tel qu'il est défini actuellement. On verra dans le temps si c'est un modèle qui fonctionne ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a des entreprises qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu parce qu'elles sont sur des business models innovants. Pour faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre par rapport au coronavirus, là, je pense que les entreprises de vente à distance, les restaurants sont fermés, par contre, la livraison à domicile est ouverte. C'est peut-être pas forcément idéal pour le carbone, mais en tout cas, dans les crises, il y a des entreprises qui vont parfois trouver des bénéfices. La transition énergétique et carbone, c'est pareil. Les entreprises qui agissent et qui vont innover vont pouvoir y trouver un certain écho et vont pouvoir, et ça, on a eu des témoignages dans le cadre de l'enquête de dirigeants de PME qui nous ont dit qu'effectivement, ils constataient que le fait d'agir sur ces sujets-là, quand ils étaient en concurrence avec d'autres entreprises, ça pouvait les aider à sortir du lot parce que l'entreprise était engagée dans la transition et du coup amenait des éléments favorables. De la même façon, on commence à avoir des évaluations par les banques, par les assureurs, de dire est-ce que l'entreprise est vulnérable par rapport à ces enjeux et est-ce qu'elle agit. Donc, pour conclure sur cette slide-là, il faut essayer d'avoir une vision la plus globale sur la stratégie climat, air, énergie, vraiment la vision de tout ce qui se passe au niveau de l'organisation d'entreprise. Ne pas oublier ces parties prenantes. Et là, sur la slide, c'est marqué externe, mais les parties prenantes internes, c'est aussi une des choses qui est sortie de l'enquête auprès des PME. C'est quand on regarde les attentes de l'entreprise et qu'on pose la question de pourquoi vous devez agir sur cette transition climat, air, énergie. En fait, les salariés d'entreprise arrivent assez vite de mémoire en 3e position sur en fait, je vais agir parce que mes salariés me le demandent et l'entreprise responsable aujourd'hui doit répondre à la fois à son business model, aux impératifs économiques, réglementaires et de changement climatique, mais elle doit aussi répondre aux aspirations de ses collaborateurs qui ont envie de ne pas avoir une séparation entre leur comportement, on va dire, d'éco-consommateur ou en tout cas éco-responsable à la maison et au travail d'avoir quelque chose de complètement différent. Donc, c'est vraiment une vision globale et une co-construction à mettre en œuvre pour que
finalement on puisse avoir l'ensemble des angles de vue des parties prenantes dans le projet. Donc pour faire vivre et pérenniser la démarche, si elle a été co-construite, on met évidemment en fait le plus de chances de possible qu'elle avance. Il n'y a rien de pire qu'un consultant, qu'il soit interne ou externe, qui ferait la stratégie tout seul dans son coin. Quand il va la présenter, évidemment, les gens ne vont pas forcément y adhérer, la comprendre, et ce sont des freins à l'adoption d'une transition. Donc il faut arriver à co-construire la démarche pour qu'elle soit à la fois ambitieuse. Ça, c'est le rôle du consultant en général, de dire attention, les objectifs sont très élevés, facteur 4, neutralité, il faut que ça soit à la hauteur des enjeux. Et en même temps, pertinent et opérationnel pour que l'entreprise puisse les mettre en œuvre. Donc, c'est cette dualité entre l'ambition et la pertinence. Donc, une fois qu'on a co-construit ce plan d'action, l'idée, c'est de mettre en place un système de suivi pour voir comment il évolue dans le temps, qui s'en occupe, est-ce qu'on atteint les objectifs, est-ce qu'on finance. Essayer de ne pas l'isoler. Il ne faut pas que le plan d'action, il ne faut pas qu'on ait un plan d'action, le pire, entre guillemets, sans être forcément dans le jugement, mais il ne faut pas que quand on présente la stratégie d'entreprise, il y ait pendant 10 minutes, on parle de la stratégie environnement, puis pendant 10 minutes, on va parler de la stratégie qualité, puis pendant 10 minutes, on va parler de la stratégie marketing. Il faut que tout ça, ça s'anime, ça se coordonne, parce que sinon, on va avoir des contradictions entre ce qu'on appelle les dissonances cognitives. C'est ce qu'on rencontre sur des territoires qui disent je veux être territoire énergie positive. Donc ça, c'est le volet développement durable qui le porte. Et puis le volet économique qui dit nous, on vise une augmentation du trafic aéroportuaire de 20% d'ici 5 ans. Alors, je n'ai rien contre les avions en particulier, mais c'est typiquement le type de dissonance cognitive où d'un côté, on veut s'engager dans une baisse des émissions, puis de l'autre, on va mettre en place un objectif économique qui implique une augmentation des émissions. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à ce que toutes ces actions fassent corps pour qu'on ait une cohérence. Et puis ensuite, il faut mettre à jour le plan d'action. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui doit être corrigé. On va avoir des bénéfices, que ce soit des retours d'image, des économies financières, des innovations, des nouveaux marchés. Donc, le fait de mettre en avant ces bénéfices, ça va permettre aussi de convaincre la direction, de dire regardez, on a mis en œuvre cette action, ça a fonctionné, donc on accélère sur la suite pour s'assurer que dans le temps, tout ça avance. C'est un peu les roues de Donning dans tout ce qui est qualité, où on va planifier, suivre, etc. et faire en sorte qu'on pérennise la démarche. Donc en conclusion, l'engagement de la direction, c'est forcément un prérequis indispensable. Bon, aujourd'hui, comme le disait Rémi, on n'a pas forcément, c'est un peu passé le temps où la direction nous disait qu'est-ce que j'ai à gagner derrière tout ça. D'ailleurs, souvent aujourd'hui, ils sont plutôt à se poser la question qu'est-ce qu'ils ont à perdre à ne pas le faire. Donc on est moins dans le besoin de convaincre, mais en tout cas, l'engagement de la direction, c'est un prérequis quand même vraiment indispensable pour avancer. Pour d'un point de vue très concret, que les gens soient disponibles, qu'on ait accès aux informations, qu'on ait ensuite accès à des financements pour mettre en œuvre les actions, et puis demain qu'on puisse aller questionner le business model pour voir comment faire évoluer les choses. Donc gardez en tête que la finalité d'un bilan de gaz à effet de serre, un bilan carbone, peu importe comment vous l'appelez, c'est de mettre en place un plan d'action. Voilà, compter pour compter, c'est sympa, mais non, l'objectif c'est de compter pour engager des actions de réduction. Gardez en tête que tout ça, c'est un travail collaboratif. On n'est pas sur les jugements de valeur. On ne met pas de notes aux entreprises. On est là pour les faire progresser. Il y a parfois des gens qui peuvent nous dire je suis surpris, vous travaillez avec telle boîte. Ils sont dans un secteur qui est très énergivore. Comment ça se fait que vous travaillez avec eux? C'est justement parce qu'ils sont dans un secteur très énergivore qu'on travaille avec eux, parce qu'on va les faire progresser. Donc voilà, il faut avoir en tête, on est sur une démarche de progrès, et puis essayer de garder en tête que tout ça, il faut que ça garde du lien avec le social, alors à la fois que ce soit les salariés, que ce soit l'entreprise, mais de faire en sorte que ça soit pas contradictoire et vraiment assurer la cohésion et l'adhésion de la démarche. Donc juste une petite conclusion vraiment personnelle, mais c'est que ces démarches-là sont des démarches qui doivent être entre guillemets joyeuses, c'est-à-dire qu'on le fait pas pour punir, on le fait plutôt pour progresser. Et on va chercher vraiment à faire en sorte que ça soit au bénéfice de l'entreprise. C'est des démarches qui se passent bien, et sur lesquelles, en général, les dirigeants sont plutôt contents pour progresser. Donc là, on va pouvoir passer à la phase de questions. Merci Olivier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Entre-temps, moi, ça me permet de faire le pont parce qu'on avait une question tout à l'heure qui demandait justement quel métier porte la transition bas carbone au sein d'une PME. Donc, avec la présentation d'Olivier, vous voyez bien que
mis à part les dirigeants, enfin, on a encore recité les dirigeants ici, bien sûr, parce que le portage de la direction est important, mais toutes les autres fonctions, que ce soit le marketing, Oui, voilà, la c'est-à-dire que les communication bilans ou carbone, autres, on a eu un peu tout. sont importants. On a Ouais. effectivement des bilans carbone qui sont portés par des dirigeants directement. C'est le cas de la PME où le dirigeant touche un petit peu à tout parce que bah, c'est quand même souvent le cas dans les PME. Donc là, c'est porté directement par la direction. Au sens propre, hein, c'est le directeur qui nous envoie les tableurs, qui nous donne les données dont on a besoin. Ça revient souvent sur les personnes qui sont responsables de tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Là aussi, à qui on demande de porter ces démarches-là. Ça peut être aussi de temps en temps le marketing, où on a eu des cas d'entreprise où les parties prenantes, les fournisseurs disaient, ben voilà, on travaille avec des gens qui avancent sur le carbone, nous-mêmes on avance sur le carbone, donc on a besoin que vous y alliez. Voilà, le cas le plus difficile, entre guillemets, à mettre en œuvre, c'est quand la démarche est portée par un stagiaire, par exemple. Ça, on a un stagiaire qui est là pendant 6 mois, il va porter la démarche. Et indépendamment de sa valeur intrinsèque à ce stagiaire, il n'a pas forcément l'écoute de la direction, il n'y a pas forcément accès. Et puis quand son stage se termine, tout le travail qu'il a fait peut se perdre. Hein. J'ai eu le cas encore il n'y a pas longtemps d'une entreprise qui m'a dit, voilà, on avait porté l'éco-conception par un stage et en fait, quand le stage s'est terminé, on n'a pas su capitaliser dessus. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs porteurs possibles dans l'entreprise. Alors, une question. Pour les bilans carbone, quels outils ou processus sont mis en place pour collecter plus efficacement les données dans la durée? Alors effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais vous donner la façon avec laquelle je travaille. Elle est évidemment pas exclusive. Je sais qu'il y a des bureaux d'études qui peuvent avoir des logiciels pour collecter les données sur lesquels on peut renseigner les données dont on a besoin. Donc moi, je vais vous donner ma façon de faire. C'est souvent effectivement d'identifier les personnes référentes, c'est-à-dire c'est cette fameuse cartographie des flux, c'est-à-dire qu'on démarre par une réunion de travail, on met un peu tout le monde autour de la table et le bureau d'études, il présente ce dont il a besoin et assez rapidement, on va se poser la question de qui a accès à cette information, sous quel format elle est disponible et comment elle peut être transmise. C'est-à-dire que la façon dont la plupart des consultants chez nous travaillent, enfin, je ne veux pas ramener ça à E6, hein, je ne suis pas là pour faire la pub de E6, donc je vous donne juste le témoignage, c'est de dire en fait qu'est-ce qui est déjà existant dans l'entreprise qu'on va pouvoir collecter assez rapidement pour ne se focaliser sur une vraie collecte de données. On va demander à l'entreprise de dire là, à partir de maintenant, il faudra que vous puissiez compter tel ou tel indicateur parce qu'on va en avoir besoin. Mais c'est voilà, de se baser au maximum sur l'existant. En plus, avec les dispositifs réglementaires, aujourd'hui, quand vous demandez là, un cas récent pour une organisation sur tout ce qui est RH en fait en termes de déplacement de personnes, en fait, ils demandent à leurs fournisseurs les déplacements, l'agence des voyages, les déplacements qui ont été effectués. À la fois, l'agence de voyage fournit tous les trajets, le nombre de déplacements et fournit même également aujourd'hui directement l'indicateur CO2. Donc, vous voyez, ça a progressé. Après, il peut arriver que sur certains sujets, on mette en place effectivement des tableurs de collecte de données où là, nous, on dit, voilà les informations dont on a besoin. À partir de maintenant, est-ce que vous pourriez collecter cette information et nous la transmettre? Ça, c'est valable, par exemple, quand on a des visiteurs sur une entreprise. Alors, si on fait le bilan carbone de Disneyland, on ne va pas faire un questionnaire de déplacement des visiteurs. Certainement que le marketing a déjà des informations là-dessus. Donc, on va poser la question marketing. D'où viennent vos visiteurs? Comment est-ce qu'ils se rendent sur le site? Et puis, est-ce qu'on peut avoir accès à cette information? Par contre, si je reprends le cas d'une PME, elle va avoir quelques visiteurs par jour. En général, ce n'est pas beaucoup plus. Là, on va mettre en place un tableau de collecte pour que la personne à l'accueil demande aux personnes d'où elles sont venues, comment elles sont venues, est-ce qu'elles sont venues exclusivement pour l'entreprise et ainsi collecter la donnée. Donc, c'est vraiment à chaque fois une démarche sur mesure pour valoriser l'existant, faire au plus simple et venir compléter les points pour lesquels il y a besoin de collecter spécifiquement des données. Et jusqu'à aujourd'hui, des bilans carbone, on en a fait plus de 300. Il n'y a pas eu une seule entreprise pour laquelle on n'a pas réussi à aboutir au niveau de la collecte de données. Dans le pire des cas, on fait des estimations et on regarde si l'estimation pèse dans le bilan de l'entreprise. Si oui, on approfondit. Si elle ne pèse pas, on garde l'estimation parce que si ça représente 0,1% des émissions, on sait que de toute façon, c'est pas là que les émissions se cachent. Exactement. Et puis en parlant d'approfondir, justement, la première fois que vous allez le faire, potentiellement, ça va être assez chronophage de se dire il faut que je collecte telle ou telle donnée. Mais l'idée, bien sûr, c'est, comme l'a dit Olivier, d'une part, de partir sur des estimations. Et puis, quand on part sur des estimations, c'est un point
sur lequel on peut se concentrer lors de la prochaine réitération du bilan carbone, parce que potentiellement, on sait que c'est des données capitales pour notre bilan, et du coup, on va mettre peut-être plus de moyens sur celles-là qui seront faciles à récupérer. Alors que les autres, vous aurez déjà fait un cheminement, un processus de collecte qui roulera tout seul par la suite. Mais bien entendu, Ouais, c'est c'est ça. en Moi, réitérant que j'avais fait vous un allez. calcul. Ouais, pardon. Moi, j'avais fait un calcul. Par exemple, j'arrivais pas à collecter les données sur les consommations d'engrais d'une usine, qu'une usine qui produit pas de l'engrais, hein, je précise. Mais donc, le prestataire qui entretenait les espaces verts voulait pas transmettre les consommations d'engrais. Donc, c'était pas grand-chose, hein, c'est une usine. Donc, c'est une pelouse et quelques arbustes. J'avais fait l'hypothèse que la pelouse et les quelques arbustes nécessitaient autant d'engrais que la culture de blé, de maïs, je sais plus ce que j'avais pris. Enfin, en gros, comme si on avait fait une culture spécifique. En faisant cette hypothèse, ça démontrait qu'il n'y avait pas d'enjeu, en fait, que ça représentait peanuts à côté des émissions d'entreprise. Donc, ça me permettait de dire, bon, écoutez, on ne va pas embêter l'entreprise sur ses consommations d'engrais. On sait que de toute façon, ça ne représente pas grand-chose. Donc, on laisse la donnée approximée. Et par contre, comme tu l'as dit, Juriatou, si ça avait été le premier poste du bilan, là, on dit, bah, attention, à partir de maintenant, il faut qu'on ait cette donnée accessible. Donc, ça veut dire potentiellement modifier le contrat d'entretien, mettre en place des procédures avec les fournisseurs. Enfin, voilà, on s'adapte en fonction du bilan des émissions. Alors, une autre question. Les consultants stratégie carbone travaillent-ils en collaboration avec les experts comptables? Alors, là-dessus, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. C'est-à-dire que non, quand on fait un bilan carbone, on n'est pas en lien avec l'expert comptable de l'entreprise. Par contre, il arrive souvent qu'on épluche le bilan comptable de l'entreprise ou de la collectivité, puisque la méthode bilan carbone, elle a bien progressé. Il y a 10 ans, on avait 5 facteurs d'émission qui nous permettaient de convertir des euros en carbone. Aujourd'hui, on doit être à plus d'une trentaine, voire une cinquantaine. Donc, à partir de lignes financières, on arrive à convertir ça en émissions de gaz à effet de serre. Il y a une incertitude associée, mais on arrive quand même à en tirer des informations intéressantes. Et donc, régulièrement, on est amené à éplucher le bilan financier. Alors, beaucoup dans le secteur public, parce qu'en plus, on a des nomenclatures qui sont plus faciles à lire. Mais en tout cas, on arrive à se servir du bilan comptable pour faire une partie des émissions. Et puis, à côté de ça, oui, on travaille avec les experts comptables, puisque Delphine Gibassier, là, qui a fait l'introduction tout à l'heure, qui est chercheuse sur la compta carbone, on a des projets en fait de recherche sur les comptas, comment on peut allier compta financière, compta environnementale et également le volet économique et social. On a eu l'occasion de travailler avec un autre chercheur, Stéphane Trébuc, sur un bilan carbone d'entreprise où on faisait en parallèle la compta carbone et la compta financière. Donc, il y a des travaux qui existent. Je sais aussi que l'association des experts comptables, il y a une consultante qui est membre de la PCC qui a travaillé sur ces travaux-là. Donc, ça commence à bouger. Ce n'est pas le cas dans chacun des bilans carbone, mais à la fois le bilan financier est un des éléments du bilan carbone. Et puis, il y a des travaux de recherche qui avancent sur ces sujets et on a des retours d'expérience pour allier les deux approches. Et moi, je suis convaincu qu'à l'avenir, on va pouvoir, à travers les bilans comptables, pouvoir automatiser certaines données sur les bilans de gaz à effet de serre pour gagner du temps dans la lisibilité des données. Alors, pour compléter, effectivement, c'est une très bonne approche d'associer les experts comptables. Et d'ailleurs, on a quelques experts comptables qui commencent à se former à la méthodologie du bilan carbone, bien entendu, dans l'objectif, comme l'a dit Olivier, de rapprocher comptabilité financière et comptabilité carbone. Et sur ce sujet, l'ABC a réalisé un petit déjeuner comptabilité carbone fin de l'année dernière, que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc l'objectif, bien sûr, comme tout le monde sait que pour une entreprise, la comptabilité financière, c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. L'idée serait vraiment de pouvoir intégrer les deux comptabilités et du coup rajouter encore un métier qui pourrait intervenir, expert comptable, dans la mise en œuvre d'une transition bas carbone d'une entreprise. Alors, une autre question. Constatez-vous des écarts entre les bilans faits par des consultants experts différents? Alors, ça peut arriver, sans chercher à défendre bec et ongle la profession, mais pour moi, les différences, elles peuvent être sur la prise en compte du périmètre. C'est-à-dire à partir de où est-ce qu'on arrête la comptabilité, plus que sur les calculs en eux-mêmes. Parce que les calculs, aujourd'hui, c'est une donnée fois un facteur d'émission.
Donc, les facteurs d'émission, ils sont diffusés sur la base carbone de l'ADEME. Il y en a d'autres dans le tableur bilan carbone. Mais grosso modo, on a tous les mêmes règles de calcul. Par contre, ce qui peut changer, c'est de dire jusqu'où le consultant a compté et où est-ce qu'il s'est arrêté. Est-ce qu'il est remonté jusqu'au fournisseur? Est-ce qu'il a pris en compte tel ou tel niveau de détail? C'est plus là qu'on peut avoir des écarts parce que aujourd'hui, il arrive que on a l'exemple de l'entreprise qui fabrique des plats pour les avions. Typiquement, il y a des gens qui vont ne pas compter le trafic aérien en se disant en fait l'entreprise n'a aucune marge de manœuvre là-dessus, donc j'ai arrêté la compta carbone à ce sur quoi elle avait exclusivement la main. Alors que d'autres, plutôt ceux dont je fais partie, vont compter à part le trafic aérien pour dire ok, vous n'avez pas la main là-dessus, mais vous en êtes dépendant et vous en êtes vulnérable. Donc j'en fais une catégorie spécifique qui n'est pas forcément le bilan carbone sur lequel vous allez communiquer, mais en tout cas votre bilan de vulnérabilité sur lequel il faut se questionner. Pour moi, les écarts, ils sont plus là que sur un bilan carbone d'entreprise qui va changer du tout au tout en fonction du consultant avec lequel il va travailler. Ça, j'y crois pas. Voilà, c'est plus des écarts de périmètre qui peuvent se produire. Et puis du niveau de détail. Est-ce que j'ai pris le facteur d'émission générique? Est-ce que j'ai été calculer les données spécifiques? Je sais pas, je suis dans l'agroalimentaire, j'ai besoin de farine. Est-ce que je prends le facteur d'émission de la farine de la base carbone, ou est-ce qu'à un moment je dis tiens, mes agriculteurs, mes minotiers, je les connais, je travaille exclusivement avec eux, je vais leur demander leurs données pour avoir mes données spécifiques pour ma farine. Voilà, c'est plus ces écarts-là qu'on peut imaginer. Plus de questions? On va passer à la conclusion de ça. Alors, finalement, ce projet de recherche, il a été très intéressant parce que d'une part, on s'intéressait à une cible qui n'était pas forcément visée par la réglementation, donc à savoir les PME, mais ce n'est pas parce que une entreprise n'est pas concernée par la réglementation qu'elle ne fait rien sur le sujet de la comptabilité carbone, sachant que maintenant, ça fait partie de son analyse du risque et de un facteur à intégrer de toute manière dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, en termes d'identification des pratiques, ça nous a permis de voir quels outils de comptabilité étaient utilisés. Donc, c'était très utile d'aborder ce sujet à travers un regard multidisciplinaire pour la comptabilité des gaz à effet de serre. Et finalement, même si des démarches existent et qu'elles sont plus ou moins liées, peut-être pas exclusivement au carbone, mais plutôt axées sur l'énergie ou l'eau ou les déchets, dans tous les cas, elles peuvent être liées à l'aspect carbone. Et l'idée, c'est d'accompagner l'entreprise vers une progression, donc de comprendre en même temps qu'en s'intéressant à un aspect environnemental, ça affecte également l'aspect carbone de l'entreprise. Et pour cela, l'idéal, ce serait bien sûr de formaliser la stratégie carbone de l'entreprise. C'est pour ça qu'on adopte une approche aussi bien par une volonté du dirigeant que par les praticiens eux-mêmes. Ce n'est pas exclusivement quelque chose qui va être traité à part. Donc ça, on est revenu dessus plusieurs fois, mais la nécessité de la direction de s'approprier des enjeux, non seulement si la direction est porteuse et qu'elle initie des actions, c'est aussi bien de faire un retour, enfin, c'est pas uniquement descendant. Comme on l'a dit, c'est un travail collaboratif qui nécessite d'impliquer l'ensemble du personnel, des parties prenantes internes mais aussi externes. Bien sûr, dans l'idée d'impulser une dynamique au sein de l'entreprise sur le sujet carbone. Et enfin, la transition bas carbone, c'est un peu aussi l'idée de ces rapports, c'est de vous donner un peu un cadre générique, de comprendre comment est-ce que ça s'insère, comment est-ce qu'il faut le prendre en compte dans le contexte de l'entreprise, de son environnement, de son territoire, puisque bien entendu, il n'y a pas un template à appliquer de manière classique à chaque entreprise. Il faut prendre en compte le secteur, mais aussi les enjeux spécifiques de chaque secteur. Et c'est pour ça que finalement, on vous présente un cadre, mais c'est à vous, bien sûr, de l'adapter à votre contexte. Et enfin, ce webinaire, comme je vous le disais, c'est le deuxième webinaire sur le projet comptabilité stratégie carbone des PME. Un premier webinaire a déjà eu lieu au printemps 2018, dont l'idée était de présenter pourquoi et comment compter le carbone. Là, on est allé un peu plus en profondeur pour avoir des éléments de sensibilisation envers les dirigeants, mais aussi des éléments de mise en pratique par les praticiens.
Et nous organiserons prochainement, donc début mai, le 5 mai si je ne me trompe pas, mais on vous communiquera la date prochainement, un troisième webinaire donc, qui sera plus axé sur la partie recherche, au cours duquel on vous présentera bien entendu les résultats globaux de cette recherche, sur quels sont les freins identifiés précisément, quels sont les éléments déclencheurs. Rémi et Olivier vous ont déjà introduit quelques résultats comme la prise en compte. On sait très bien que les salariés de l'entreprise arrivaient en troisième position en termes de facteurs déclencheurs d'une transition, mais également aussi comprendre alors, un autre aspect particulier qu'on a étudié, c'était la spécificité des business models bas carbone. Donc voir dans quel secteur est-ce que les business models bas carbone se développent, pourquoi, quels sont les facteurs disruptifs qui ont été identifiés. Donc, je vous invite à suivre notre actualité pour vous tenir au courant de la date de ce prochain webinaire. Et pour finir, vous pouvez retrouver bien entendu les deux rapports, mais également le premier rapport qui a été publié sur le site de l'association Bilan Carbone dans la rubrique Médiathèque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à contact@associationbilancarbone.fr. Et puis, j'espère que cette présentation a été intéressante pour vous, qu'elle vous a permis d'apprendre des choses ou d'en approfondir. Donc, n'hésitez pas à compléter avec la lecture des rapports. Et pour les autres événements de l'ABC, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et nous mettrons prochainement, bien sûr, ce webinaire en replay sur la chaîne de l'ABC. Donc, bien, on diffusera l'information à travers nos réseaux sociaux et on vous en tiendra informé si vous voulez aussi le partager avec votre entreprise ou vos connaissances, votre réseau. Parce que c'est bien entendu dans cet esprit que nous avons réalisé ce webinaire. Merci beaucoup.